Atlantique Soir, le débrief de l'info. Jusqu'à 19h. Avec Chahid Hamadi. Retour d'Atlantique Soir, nous parvenons à la dernière partie de notre rendez-vous et il est désormais de tradition, vous le savez, nous consacrons au volet culturel, vecteur de l'épanouissement humain, une grande part justement dans cette partie de l'émission. Et comme tous les vendredis à pareille heure, Reda Almrini, consultant, essayiste et romancier, parvient à nous dégoter un thème de réflexion très instructif, objet de méditation et de discussion durant toute la semaine. Ce qui est proposé ce soir concerne le rapport, pas toujours étroit, il faut le dire, en ces temps de grande technologie entre le livre et la lecture. Reda Almrini, bonsoir. Oui, bonsoir et bonsoir à tes fidèles auditeurs et auditrices du bord de la Méditerranée. Merci beaucoup. On part du principe que la lecture apparaît comme l'une des voies par laquelle les personnages, les aspects, les formes et les rythmes aboutissent généralement à un style assez formaté de notre existence, ce qui nous amène à nous interroger si le livre n'existe vraiment que par la lecture que l'on en fait. Ouais, il me semble que peut-être c'est pas évident, mais c'est une réalité. On s'imagine que une fois qu'un livre a été écrit par son auteur, que ce livre, il est là, il fait partie dorénavant du paysage culturel, de notre quotidien. C'est pas vrai. L'ouvrage, une fois qu'il a quitté son auteur, il n'existe toujours pas. Il n'a aucune réalité. Quand est-ce qu'il commence à devenir un livre? À partir du moment où le lecteur et la lectrice prennent le temps de le lire. C'est à ce moment-là que le livre, l'ouvrage, le roman, le récit, l'essai, ils prennent toute sa forme, toute son existence concrète. Alors je vais citer un certain Guillaume Musso. C'est un romancier français dont les livres se sont vendus à 1,3 million d'exemplaires en 2022. Cet écrivain affirme qu'un livre n'existe vraiment que par la lecture. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Évidemment que je le partage. Guillaume Musset, entre parenthèses, c'est un de mes écrivains favoris. Oui, c'est pour vous dire que voilà un écrivain de renommée qui a un succès extraordinaire et qui a cette humilité de reconnaître que son travail ne prend forme concrètement, ne s'anime, n'existe que parce que il est lu. Autrement, il est dans le néant. Il est quelque part dans le néant. Donc vous partagez l'idée selon laquelle les formes littéraires se proposent et s'imposent dans la lecture. Absolument, absolument. Alors les styles littéraires apparaissent justement au cours de la lecture comme une sorte de forme de vie. Est-ce qu'on peut dire qu'un roman dans ces cas-là est inachevé tant qu'il n'a pas été lu? Un roman, c'est des personnages, c'est une histoire, c'est des situations, et évidemment, l'écrivain, il passe tout son temps pour mettre de la concordance, de l'harmonie, du sens à son histoire. Et pourtant, ce n'est qu'une fois que le lecteur se met à lire ce roman-là, que ces personnages prennent vie, que ces circonstances dans lesquelles il évolue, elles donnent un sens concret à l'évolution de ce personnage. Ce n'est qu'à ce moment-là que un certain nombre d'émotions commencent à jaillir, et tout ça, ce n'était pas prévu par l'écrivain. Alors tout cela... C'est ça la magie de la relation entre écrivain et lecteur. Elle est si étroite que ça, j'imagine, cette relation. Tout cela conduit évidemment à nous interroger sur nos manières d'être, à nous, peut-être les lecteurs. Est-ce que vous considérez justement le lecteur comme une sorte de co-créateur de l'histoire ? Écoutez, j'aime beaucoup votre formule, effectivement. Il est co-créateur de l'histoire. À tel point que, lorsque vous mettez un lecteur en présence de l'écrivain, eh bien, c'est aussi incroyable que cela puisse paraître, eh bien, tous les deux vont parler de deux sujets différents. L'écrivain, il pense avoir conçu des personnages, il pense leur avoir donné une vie, il pense que il a donné une finalité au récit.
et lorsqu'il écoutera le lecteur, il sera lui-même étonné, cet écrivain, d'entendre qu'il s'agit d'autres personnages, d'autres situations et des émotions qu'il n'avait pas prévues. Donc, il s'agit, si je comprends bien, moins de s'opposer aux habitudes de lecture que d'ouvrir les portes à d'autres options possibles. Mais l'auteur lui-même, est-ce qu'il n'a pas lui aussi un univers bien précis en tête à nous faire entrevoir, à nous faire découvrir ? Mais il est évident que l'auteur, tant qu'il est plongé dans l'écriture de son roman, il est dans un univers à lui. Parce que, j'imagine, en tout cas, moi, si je peux me permettre de partir de mon expérience personnelle, une fois qu'on est dans l'univers du roman qu'on est en train d'écrire, on est pratiquement dans un monde parallèle au monde réel. Et une fois qu'il a terminé, il sort de ce monde. Et il s'imagine que les lecteurs, une fois qu'ils vont commencer à lire son roman, et ils vont effectivement rentrer dans cet univers et revivre les mêmes émotions que lui, auteur, a connues. C'est faux. L'univers dans lequel ils vont rentrer va être le leur. Les émotions qu'ils vont connaître sont le leur. Et ça n'a rien à voir avec ce que l'auteur a vécu pendant qu'il était en train d'écrire. Alors, par définition, l'acte de lire, c'est opaque. Les mécanismes et les processus impliqués pendant la lecture, se veulent silencieux et souvent imperceptibles. Est-ce qu'il s'agit là aussi d'un dialogue silencieux, intime, je dirais, entre l'auteur et le lecteur ? Je ne peux pas exprimer mieux cette relation que par les mots que vous venez de dire. Effectivement, c'est une relation silencieuse. C'est silencieuse dans la mesure où l'auteur, lui, ne connaît pas les lecteurs, il ne les connaît pas. Mais pourtant, le lecteur, lui, connaît l'auteur. Et peut-être il le connaît de réputation. Il ne le connaît pas personnellement. Et pourtant, à partir du moment où le lecteur lit le roman de l'auteur, il y a cette espèce de courant invisible, imperceptible, inimaginable, qui circule entre eux. C'est comme si le lecteur renvoie au lecteur, à l'auteur, une autre image de ses personnages, une autre vision de son histoire. Et c'est là qu'on s'aperçoit que le lecteur, dans ces cas-là, en tout cas son rôle, son importance, qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Que serait un auteur sans ses lecteurs ? Oui. Et que serait surtout l'importance du lecteur en lui-même. Le lecteur, c'est lui qui donne la finalité réelle du travail de l'auteur. C'est-à-dire que l'auteur dépend en quelque sorte du bon vouloir du lecteur. Je dirais pas du bon vouloir, mais je dirais plutôt de la réaction, parce que le lecteur ne maîtrise pas sa réaction. S'il connaît des émotions, c'est quelque chose qui le dépasse. Si vous voulez, il est impressionné, il est touché par l'histoire. Et donc, ce sont des réactions involontaires du lecteur. Et ces expressions-là, si jamais elles sont partagées, si jamais elles sont écrites, c'est là qu'on l'auteur comprendra qu'est-ce qui se passe dans la tête de ses lecteurs, et il mesurera à ce moment-là la différence qu'il y a entre l'univers qu'il a créé et l'univers que les lecteurs se sont appropriés. Reda El-Merini, on constate que l'origine sociale a une forte incidence sur les compétences de lecture. Posséder des livres à la maison, voir ses parents qui lisent, tout cela a clairement un impact sur les enfants. Un livre, est-ce qu'il peut changer de vie sociale à chaque nouvelle lecture ? Évidemment. Tenez, un exemple. Quelqu'un, il a 20 ans, il lit un ouvrage. 10 ans, 20 ans plus tard, à 40 ans, ou à 50 ans, il relit cet ouvrage. Il aura la même émotion ? Pas du tout. Ah. Il le verra avec d'autres yeux, il connaîtra d'autres émotions. C'est pour vous dire que chaque lecture de la même personne, elle diffère de la précédente. Alors, évidemment, que dire lorsqu'il s'agit de deux lecteurs différents ? Et que dire des réseaux sociaux, des SMS, de l'Internet, de l'école, évidemment. En réalité, on n'a jamais autant lu, autant écrit qu'aujourd'hui. En revanche, la lecture en elle-même de livres a tendance à diminuer. Est-ce qu'on peut dire dans ces cas-là qu'un livre appartient à ses lecteurs une fois publié ?
c'est une formule qui est un peu partagée par beaucoup de monde. On entend souvent dire le livre appartient à celui qui le lit. En fait, je dirais plutôt le lecteur parle à travers le mécanisme de la lecture. C'est comme s'il fait subir au livre une espèce de transformation en un autre livre, dans la mesure où il perçoit une autre histoire, dans la mesure où il anime les personnages d'autres émotions, et donc, si vous voulez, quand on dit il s'approprie l'ouvrage, ça veut dire qu'en fait, il se fait son propre récit, ses propres personnages qui sont complètement différents de ceux initiés, conçus et écrits par l'auteur. Ma dernière question, une réponse très courte. Finalement, qu'est-ce qui donne réellement vie à un livre? L'écrivain, l'histoire, la narration, le style? Le souffle du lecteur. Ah. Et non pas le souffle de l'auteur. Je vous dis, moi en tout cas, je suis persuadé. C'est à la limite, je m'inspirais de ma propre expérience. Heureusement, vous avez parlé tout à l'heure de réseaux sociaux, de messagerie, tout ça. Heureusement, ça nous permet, nous, en tout cas les écrivains, de recevoir souvent des réactions que l'on n'aurait pas eues sans ces réseaux, sans ces moyens nouveaux de communication. Eh bien, c'est incroyable lorsque je lis ce qu'on me dit, comment tel ou tel roman a été perçu, je suis sidéré. Et des fois, je ne sais même pas quoi répondre. Voilà, la réactivité dictée par notre temps. Reda Almreini, consultant, essayiste et romancier, merci beaucoup pour cette chronique littéraire et à vendredi prochain, Inch'Allah. Remerciements aussi à Adil Ajami pour le volet technique. Dans un instant, ce sera le résumé de 19h. Khadija Jaber. Très bonne soirée à vous tous sur Atlantique Radio et excellent week-end. Atlantique Soir, le débrief de l'info. Jusqu'à 19h.